Morning News. Prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali, tel est le but d'une conférence du programme national de l'initiative Spotlight. Dans ce journal, vous aurez également la présentation du nouveau mandat de la MINUSMA. Élection présidentielle en Zambie à Lusaka, l'opposition fait profil bas alors que les affiches électorales recouvrent la capitale. C'était là les grands titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Comme évoqué dans les titres, le programme national de l'initiative Spotlight a tenu une conférence ce mardi à la faculté des sciences économiques et de gestion. Objectif, prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali 2018-2022. Adama Sanoko pour le compte rendu. Le programme national de l'initiative Spotlight Prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles a pour objectif de protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Au Mali, cette année, les chiffres annoncés sur les VBG sont alarmants. Toutes les 2 heures, au moins une femme est victime ou une fille est victime de violences basées sur le genre. Les statistiques démontrent que de janvier 2021 à juin 2021, cette année, 3744 cas ont pu être recensés. Imaginez, sans le mougnou et le sabali, tellement de victimes gardent le silence, tellement de parents de victimes gardent le silence. Si toutes les victimes et survivants se mettaient à parler, où en seront ces statistiques? 3744 cas en 6 mois. Ça fait 20 cas au moins par jour et 1 cas au moins toutes les 2 heures. Pour mettre fin à ce fléau, les autorités maliennes se disent engagées. La protection et la promotion de la femme et de la fille restent une démarche constante dans la politique du gouvernement malien depuis les premières heures de l'indépendance. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ne saurait donc être considérée comme une mobilisation temporaire pour faire face à une situation conjoncturelle difficile. Elle doit s'inscrire dans la durée et traduire une volonté politique de veiller en permanence au risque de déchirure sociale. Après une conférence animée par 3 conférenciers sur les violences faites aux femmes et aux filles, les étudiants présents affirment avoir tiré beaucoup d'avantages. Voilà, moi j'ai beaucoup appris. Tout ce qui est basé sur la violence faite aux femmes et aux filles, là c'est quelque chose qui nous touche particulièrement moi, une fille et une étudiante aussi. À travers ce genre d'initiative, vraiment, on va dégager le mot violence dans notre société, surtout par rapport à l'égard de la femme et aux filles. À rappeler que sur le continent africain, seulement 8 pays, notamment le Mali, le Niger, le Nigeria, le Libéria, bénéficient du programme Spotlight. Toujours dans le cadre de la violence basée sur le genre, une conférence sur les violences faites aux filles a eu lieu ce lundi dans l'amphithéâtre de l'Université de Ségou. L'objectif de cette activité était de sensibiliser la population sur les conséquences de ces violences et de discuter des mesures à prendre pour y mettre un frein. Plusieurs acteurs ont pris part à cet événement, notamment le représentant du gouverneur de la région de Ségou, le maire de la commune de Sébougou, le recteur de l'université de Ségou, le représentant de l'Union européenne et celui de la société civile, entre autres. Cet événement, initié par Spotlight et financé par l'Union européenne, a été animé par Mme Koumbaba Traoré, animatrice. L'Algérie veut reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme. Elle organise à partir de ce mardi 10 août et ce pendant 2 jours une conférence sécuritaire au Sahel. Des responsables politiques et sécuritaires des 5 pays subsahariens, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, sont invités à cette réunion qui se tient en présence des responsables de la mission onusienne au Mali ainsi que d'une délégation de l'Union africaine. Cette conférence est organisée par le Centre africain des études sur le terrorisme à Alger
sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Elle se penchera sur les dossiers des trafics transfrontaliers, du terrorisme et de la migration clandestine. Alger se concentre aujourd'hui sur 2 dossiers, le Mali et la Libye, source d'inquiétude pour les pays de la région. Présentation du nouveau mandat de l'aménagement et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'était l'objectif d'un atelier présidé ce lundi par le gouvernement du Mali à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Oumou Makalou, Abdoulaye Koniba Konaté et Moussa Temine pour le compte-rendu. Cet atelier de présentation intervient au lendemain de l'adoption de la résolution 2584-2021 qui a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies au Mali. Mais nous devons comprendre que l'aménagement ne définit pas son mandat. Le mandat de l'aménagement est déterminé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons eu beaucoup de discussions depuis plusieurs années avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la mission puisse disposer d'un mandat fort, robuste, qui puisse lui permettre de faire son travail en répondant aux menaces sur le terrain. À la tête d'une importante délégation comprenant les principaux responsables de la MINUSMA, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, classifie les objectifs de cet atelier. L'objectif poursuivi est triple. D'abord, mieux cerner les synergies existantes entre le plan d'action du gouvernement et le mandat de la MINUSMA. Ces synergies sont nombreuses. Ensuite, clarifier nos attentes respectives pour promouvoir la nécessaire unité de pensée et la responsabilisation mutuelle. Enfin, convenir d'actions spécifiques pendant la période restante de la transition en ayant à l'esprit l'importance que revêt leur synchronisation comme condition essentielle pour leur imprimer l'efficacité attendue. Pour le ministre de la Défense et les anciens combattants, le renouvellement de la mission onusienne au Mali intervient à un moment crucial de l'histoire du pays où il a le plus besoin du soutien des forces internationales qui travaillent d'arrache-pied pour la stabilité et le retour de la paix au Mali. Cet atelier se tient à un moment où notre pays, le Mali, se trouve confronté à la plus grande terrible des épreuves de son histoire contemporaine. Nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces internationales sur le terrain, ne ménagent aucun effort pour contenir l'ennemi. Leur bravoure est parfois poussée jusqu'au sacrifice ultime. Par ailleurs, mis à part l'identification des actions spécifiques à entreprendre, cet atelier doit découler de la mise en place des mécanismes de coordination des actions du gouvernement et de la mission onusienne. Le dossier du jour nous amène à la découverte du charbon. L'utilisation du charbon peut-il réellement impacter sur la vie sanitaire des citoyens? Pour avoir des réponses à cette question, nous avons mené une petite enquête sur le sujet. Élément de réponse avec Issa Sissé. Depuis des siècles, le charbon de bois a toujours été utilisé dans notre société. De la vendeuse au marché jusqu'aux femmes au foyer, tout le monde en consomme quotidiennement. Cependant, ce combustible tant sollicité n'est pas sans conséquence sur notre santé. La composition du charbon, même de bois, la principale composition, c'est le monoxyde de carbone. Vous savez que le monoxyde de carbone, c'est la même chose que la cigarette. Et le monoxyde de carbone est cancérigène, surtout au niveau de l'appareil respiratoire haut et l'appareil respiratoire bas. Il y a aussi des hydrocarbures aromatisés. On les appelle des hydrocarbures aromatisés qui sont des constituants. Il y a du benzène qui est aujourd'hui reconnu comme les principaux facteurs cancérigènes au niveau des poumons. Il y a aussi des composés organiques volatiles, j'en passe. Donc tous ces constituants sont dans la fumée que dégage le charbon qu'on utilise. Cette restauratrice ne peut pas se passer du charbon, mais cela ne l'empêche pas, dit-elle, de prendre ses précautions. Quand j'utilise le charbon pour ma cuisine, je n'aime pas rester trop longtemps à côté. Dès que ça s'allume, je me retire aussitôt. Boire également du lait, c'est bien.
Pour cette vendeuse de charbon, impossible d'arrêter ce commerce dont elle dépend financièrement. C'est vraiment difficile pour moi de mettre fin à ce commerce de charbon. Parce que c'est ce qui me permet de vivre, à moins qu'on me propose d'autres choses à faire. Spécialiste des maladies respiratoires, Dr Toloba invite néanmoins les utilisateurs de ces produits à faire preuve de vigilance. Il faut qu'ils utilisent des équipements de protection individuelle. Et ces équipements de protection individuelle, le premier équipement, c'est des masques. Il faut utiliser des masques pour ne pas inhaler des poussières de charbon. Et faire aussi des bilans annuels. Ceux qui savent qu'ils sont exposés au charbon de bois et qu'ils ont des gènes respiratoires, ils peuvent solliciter une structure de santé pour qu'on fasse les diagnostics très tôt. Le charbon fait partie du quotidien des Maliens. Difficile donc de s'en débarrasser, même s'il existe de nos jours d'autres moyens comme les gaz, plus rapides mais très coûteux. L'image du jour est consacrée au lion blanc. Le lion blanc est une forme mutante du lion de la sous-espèce Panthera leo-krugeri. Il ne s'agit pas d'une sous-espèce séparée. On le croise occasionnellement dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud et il fait l'objet d'élevage sélectif dans des zoos du monde entier. L'allèle responsable de la mutation est récessif, si bien que les lions blancs restent rares dans la nature et que seul un couple de lions blancs peut avoir des lionceaux blancs à coup sûr. Il arrive souvent que des lionceaux blancs naissent de lions normaux. La plus grande population de lions blancs se trouve dans les zoos où ils sont élevés dans le but de perpétuer leur couleur, ce qui présente des risques de consanguinité. Les premières observations de lions blancs remontent à 1928 et au début des années 1940. En 1959, un clan avec 2 lionceaux blancs fut observé près de Choswan, dans le parc national de Kruger, en Afrique du Sud, avant de disparaître. Selon les croyances africaines, le lion blanc est divin et croiser sa route porte bonheur. Suivons la page internationale à présent avec Fontadjara. Le gouvernement algérien a déclaré mardi que les incendiaires étaient responsables de dizaines d'incendies de forêt qui ont tué 6 personnes et détruit des maisons à l'est de la capitale. Des panaches de fumée s'y sont échappés de la forêt de la région de Tizi Ouzou. Les habitants ont utilisé des branches d'arbres et projeté de l'eau à partir de conteneurs en plastique pour tenter d'éteindre les flammes. Plusieurs maisons ont été incendiées et des familles s'enfuyaient vers des hôtels et des auberges de jeunesse, ont déclaré des témoins. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud a déclaré qu'une enquête serait ouverte pour identifier les personnes à l'origine des incendies alors qu'il portait le nombre de morts à 6. Les pompiers et l'armée tentaient toujours de contenir les flammes et Beldjoud a déclaré que la priorité était d'éviter plus de victimes. Il s'est engagé à indemniser les personnes concernées. 3 jours avant que les Zambiens ne se rendent aux urnes pour une élection qui s'annonce très disputée, l'opposition fait profil bas alors que les affiches électorales recouvrent la capitale zambienne Lusaka avant le vote de jeudi. L'armée a été déployée après des violences sporadiques entre les partisans du Front patriotique du président Edgar Lungu et ceux du Parti uni pour le développement national UPND, du leader de l'opposition Hakainde Hichilema dans certaines parties du pays. Écoutons les propos de Justine Nzama, vendeuse au marché de la ville de Lusaka. Je vais voter pour le PF parce que le PF fait beaucoup de choses. Ils construisent des écoles, des collèges, des hôpitaux, des universités et des marchés, et même des routes. C'est pour cela que nous voulons le PF parce que le PF continue à travailler. Il travaille dur ici en Zambie. C'est pour ça que nous aimons le PF. Parce qu'il est un président pacifique. Pas de confusion. C'est pour cela que j'aime Lungu. Il y a toujours la paix. Il n'y a pas de fusion de sang. Anita Chabala, bénévole de l'UPND, se prononce sur les bienfaits du vote. C'est très important de voter parce que si nous votons,
Nous assurons notre avenir et celui de notre génération. Oui, parce que si nous votons pour Hakainde Hichilema, nous aurons plus d'emplois pour les jeunes et l'éducation sera valorisée. Chaque problème doit avoir une solution. Et le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est un problème de mauvais leadership. C'est un problème de mauvaise gouvernance et si les gens sont intimidés et restent chez eux sans voter, alors nous ne changerons pas le statu quo. Par conséquent, nous devons braver les intimidations, nous devons braver la violence et aller voter en nombre afin de changer la situation actuelle. Des manifestants anti-vaccins se sont affrontés avec la police devant un ancien siège de la BBC dans l'ouest de Londres lundi 9 août. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les manifestants manifestaient contre l'utilisation de passeports vaccinaux COVID-19 et les enfants recevant des vaccins contre le coronavirus. Selon Paul Brown, qui a publié la vidéo sur Twitter, il est apparu que les manifestants visaient la couverture médiatique de la société selon un article paru dans The Guardian. Malgré le déménagement de la majorité des opérations de la BBC du bâtiment White City il y a 8 ans, il a déclaré que la chambre commerciale de la société louait toujours des studios dans l'établissement. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi 10 août qu'elle soutenait la mise en œuvre d'une loi de la Chine continentale dans l'ancienne colonie britannique pour répondre aux sanctions étrangères. Le signal le plus fort à ce jour que la ville est sur le point d'adopter la législation. Cependant, Lam a déclaré qu'elle préférait que la loi soit introduite par la législation de Hong Kong plutôt que par la législation de Pékin. Une promulgation locale clarifierait mieux le cadre juridique de la mise en œuvre, a-t-elle déclaré, ajoutant que Pékin l'avait déjà consulté. En vertu de la loi chinoise adoptée en juin, les personnes ou entités impliquées dans l'élaboration ou la mise en œuvre de mesures discriminatoires à l'encontre de citoyens ou d'identités chinois pourraient être inscrites sur la liste des anti-sanctions du gouvernement. Des individus pourraient alors se voir refuser l'entrée en Chine ou être expulsés, voire leur avoir saisi ou gelé, ou être empêchés de faire des affaires. La loi continentale revient alors que les États-Unis et l'Union européenne intensifient la pression sur la Chine concernant le commerce, la technologie, Hong Kong et la région extrême ouest du Xinjiang. Les critiques ont averti que l'adoption de la loi par Hong Kong pourrait nuire à sa réputation de plaque tournante financière mondiale. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.